Salut à tous et bienvenue à la TV du Mondial, c'est la dernière d'Autotechno. Alors pour terminer en beauté, nous avons contacté plutôt un débat sur le sport auto en mode électrique. Nous parlerons de Formule E avec Renault, Michelin, DS et des 24 heures du Mans avec l'ACO, comme d'habitude, un expert pour décrypter l'une des tendances de ce salon. Et puis la start-up du jour, sans oublier bien sûr la Minute Verte. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Voilà, je voulais dire bien sûr qu'on a concocté un débat et on a concocté également la revue de presse techno comme chaque jour avec Cindy Lavru du CCFA. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, quoi de neuf dans la presse ce matin? Alors, comme tous les matins, 3 infos. Donc d'abord, on a eu 3 Toyota Mirai qui ont pris le départ du e-rally de Monte-Carlo. Ensuite, on a les voitures électriques qui pourraient représenter 60% des véhicules dans des grandes métropoles. Et enfin, la journée de la mobilité connectée qui se déroulera le 16 novembre. Alors, on commence par les voitures à hydrogène qui, pour la première fois, participent au e-rally de Monte-Carlo. Voilà, alors il y a eu 3 Toyota Mirai donc, qui fonctionnent, comme tu as dit, à hydrogène. Et donc, elles ont pris le départ le 12 octobre. Elles sont parties de Fontainebleau et elles ont pour objectif de rallier Monte-Carlo le 16 octobre. Et alors, la petite innovation, c'est une station de recharge à hydrogène mobile qui permet pour la première fois en France de parcourir une distance de plus de 1000 km avec des voitures à hydrogène. Alors, les voitures électriques qui risquent de devenir majoritaires dans les grandes villes du monde. Voilà, c'est selon une étude de McKinsey et Bloomberg New Energy Finance qui estime que 60% des véhicules qui circuleront dans de grandes métropoles riches, comme Londres et Singapour, pourraient être des véhicules électriques. Donc bien sûr, ça s'explique par des réglementations de plus en plus strictes et aussi par de possibles interdictions de circulation dans les grandes villes pour les véhicules conventionnels. Et on termine avec donc la journée de la mobilité connectée. Ça sera à Lille. Ça sera à Lille, ce sera le 16 novembre. C'est la 2e édition de ces journées. Et donc, en fait, c'est organisé par Eura Technologies, donc, qui est le pôle d'excellence économique pour les technologies de l'information et de la communication. Et en fait, c'est un événement qui va comporter 8 ateliers thématiques, notamment sur la mobilité, et aussi un salon pour découvrir des outils et des services de divers exposants. Merci à toi Cindy. Je précise que le CCFA publie chaque matin dès 10h30 sur son site une revue de presse avec des extraits chaque vendredi sur le véhicule connecté autonome et un best-of de la semaine le lundi. Merci. À suivre, tout sur l'appel d'urgence. Et la question du jour, c'est donc comment fonctionne l'appel d'urgence? Je reçois à ce propos Ophélie Sanchez d'Opel France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit. Alors, votre marque a déployé le système OnStar depuis déjà plusieurs mois. Alors concrètement, comment ça marche? Parce qu'il y a des petits boutons dans la voiture. Alors, il y a des petits boutons dans la voiture qui fait que vous pouvez contacter un conseiller OnStar à n'importe quel moment, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, toute l'année. Vous pouvez bien sûr les contacter si vous avez un problème, un accident. Et il y a aussi un système d'assistance automatique en cas d'accident, où là, si vous n'êtes plus en mesure d'appeler, automatiquement, ce sont les conseillers qui vous appellent et qui contactent surtout les services d'urgence pour qu'il y ait une intervention qui soit la plus rapide possible. Alors, donc, il y a un appel automatique, on l'a bien compris, ou volontaire. Où atterrit cet appel téléphonique? Alors, l'appel téléphonique atterrit dans notre centre OnStar où nous avons un très grand nombre de conseillers qui sont spécialement formés pour répondre aux situations d'urgence. Et qui parlent français quand c'est un Français qui les appelle. Tout à fait. Et le système est même fait de manière à ce que, en fonction du langage que vous aurez paramétré dans votre système de navigation, vous tombiez tout de suite sur un conseiller qui parle votre langue. Alors ça marche pour l'appel d'urgence, mais pas que. Il y a aussi d'autres services associés. Il y a plein de services associés. En fait, il y a beaucoup de possibilités de commande du véhicule à distance. Donc, par exemple, vous pouvez verrouiller, déverrouiller les portières à distance. Avec un smartphone, bien sûr. Alors, il y a une application. Vous pouvez faire tout ça soit par l'intermédiaire d'un conseiller, soit en utilisant l'application. Vous pouvez également faire des diagnostics à distance. Vous pouvez également localiser votre véhicule, par exemple, si vous avez oublié où est-ce que vous l'avez stationné. Alors, quand on parle de verrouiller, déverrouiller, un cas concret, je laisse ma clé à l'intérieur, je claque la porte, pas de chance, elle est bloquée, mais on peut l'ouvrir quand même. Exactement, donc soit en utilisant l'application, soit en faisant appel à un conseiller, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre véhicule à distance.
Alors c'est la fin du salon, il y a une joyeuse ambiance, on le voit autour de ce studio. Le diagnostic à distance, ça par contre c'est assez nouveau, puisque donc on peut surveiller les organes et donc éditer un bulletin de santé de la voiture. Exactement, c'est un bulletin de santé de la voiture, donc sur les principaux points de contrôle. Donc vous pouvez par exemple savoir quelle est la pression de vos pneus, vous pouvez savoir quelle est votre autonomie en carburant, quelle est la durée de vie de l'huile, et vous pouvez aussi faire appel à un conseiller pour faire un diagnostic complet du véhicule sur tous les éléments essentiels de sécurité. Alors comment c'est pris par le réseau? Parce que bon, c'est une prestation quand même qui est nouvelle. Alors All-Star existe depuis 20 ans déjà aux États-Unis, donc ça c'est assez ancien, mais par contre en France c'est une première. C'est une première et c'est très bien pris par le réseau comme par nos clients, puisque ce sont des services qui ont vraiment une très forte valeur ajoutée. C'est un élément de sécurité très important et c'est aussi un élément de confort au quotidien dans l'utilisation du véhicule. Et les clients, vous avez des premiers retours sur les usages par rapport au service OnStar? On a effectivement des premiers retours, donc on a beaucoup de clients OnStar. Alors dans le monde, on est à plus de 12 millions de véhicules connectés. Et ce qu'on peut voir en Europe et particulièrement en France, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont particulièrement plébiscitées par les clients, comme la localisation du véhicule, le verrouillage et le déverrouillage, mais aussi la fonction de téléchargement de destination. Donc la possibilité d'envoyer... C'est-à-dire qu'on ne se fatigue même plus en fait à entrer l'adresse dans le GPS, et on appuie sur un bouton, tiens je veux aller quelque part, et puis ça se fait tout seul. Il y a deux possibilités, soit quand vous êtes au volant pour éviter de manipuler votre système multimédia, vous faites appel à un conseiller qui envoie directement la destination souhaitée dans le système de navigation embarqué, ou vous pouvez aussi paramétrer votre véhicule en avance depuis l'application chez vous. Donc quand vous récupérez votre véhicule, vous avez tout de suite l'itinéraire qui est enregistré à bord du véhicule. Quand on appuie sur le bouton bleu, il n'y a pas des clients qui sont tentés d'appuyer pour voir et en fait on a un taux de faux appels? Alors, il y a des clients qui sont tentés d'appuyer pour voir, mais on les incite à le faire pour qu'ils puissent tester les services OnStar. Et nos conseillers OnStar sont bien entendu prêts à gérer toutes ces situations, même par exemple si vous avez des enfants qui s'amusent aussi avec les boutons du véhicule. En tout cas, je l'ai fait et je peux témoigner qu'effectivement, ça marche et ils sont patients, hein. Ils sont patients malgré tout. Ophélie Sanchez, merci. On parle dans un instant d'un tout autre sujet, les composites qui se font une place dans l'automobile. Avec nous sur ce plateau, Natalia Sherbakov de Plastic Omnium. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable R&D pour la partie auto extérieure. On va parler avec vous des matériaux composites, parce qu'il y en a de plus en plus sur nos véhicules. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par matériaux composites? Tout à fait, Laurent. Alors, un matériau composite, c'est déjà un matériau qui est une résine de plastique, un additif et des renforts fibres de verre, des renforts fibres de carbone. Bon, voilà. Donc, c'est du plastique dans le véhicule. Aujourd'hui, à la date, on a à peu près 200 kg de matériaux plastiques dans un véhicule et il est présent dans plusieurs pièces du véhicule, à l'extérieur et de plus en plus à l'intérieur aussi. Alors, on a une petite vidéo sur votre stand Plastic Omnium. J'espère qu'on va la retrouver et la voir. C'est bien ça, derrière vous. Où trouve-t-on ces matériaux sur les véhicules aujourd'hui? Oui. Alors, par exemple, Plastic Omnium aujourd'hui, les pare-chocs sont tous en plastique. Donc, nous, aujourd'hui, un jour sur deux, on a un nouveau pare-choc qui commence à être fabriqué dans le monde. Ensuite, les ouvrants arrière, de plus en plus, il y a plus d'1 million de pare-chocs Plastic Omnium dans le monde qui roulent. Et en plus, aujourd'hui, on travaille sur des planchers en composite. Donc, plancher arrière déjà en série, plancher avant, les milieux de pied et d'autres fonctions structurelles. Quels sont les avantages? L'allègement, je présume? Oui, bien sûr, l'allègement, on le sait, les réglementations sont là, sont très exigeantes. Donc, 10 kg d'allègement permet à gagner 1 gramme de CO2. Au-delà de ça, c'est le style et le design. Parce que justement, le plastique permet de faire des designs qui, pas forcément en processus d'emboutissage, le permettraient. Il y a une autre aussi fonction très intéressante avec les véhicules connectés, les véhicules autonomes. Et il y a beaucoup des antennes embarquées, des connecteurs, de radars. Et le matériau plastique, le composite, il est transparent à transmission de ces ondes. Et le métal n'est pas. Donc vraiment un vrai avantage. Ça veut dire que ça garantit la fiabilité justement de ces systèmes d'aide à la conduite. Exactement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres avantages? On a parlé donc de la réduction du CO2. Oui. Ça, c'est clair que c'est un chantier pour, bien sûr, les constructeurs. La rigidité, peut-être, ça contribue aussi à Oui. ça? À la rigidité, l'intégration de fonctions, parce qu'on peut intégrer d'autres fonctions. Par exemple, le pare-choc aujourd'hui, on intègre des fonctions piétons, donc Pour protection. choc piéton, hein. Oui, choc piéton. Ensuite, comme on disait, on intègre les radars pour la fiabilité, les lumières, la rigidité, aussi le style, parce qu'on peut avoir des différents styles de surface, vraiment de haute qualité automotive. Donc, avec des formes qui sont plus sophistiquées, on va dire. Oui, de plus en plus. Ce qu'on voit, nos clients sont de plus en plus exigeants, des personnalisations, des signatures ou des marques qui demandent. Donc, vraiment, le composite permet justement d'intégrer ces fonctions. Alors, vous avez parlé de fibres. Il y a fibre de carbone, fibre de verre. On se dit que ça doit être des matériaux chers. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut en tout cas trouver des solutions pour les rendre plus abordables? Il y a vraiment toute une gamme de prix. Les fibres fibres de verre sont déjà beaucoup utilisées. On l'utilise pour des fonctions. La fibre de carbone, c'est vraiment la fibre d'avenir, mais encore très chère. Donc, il y a par exemple un partenariat dans l'industrie automotive française qui travaille là-dessus. Il y a un projet qui s'appelle Force, hein, c'est ça? Exactement. C'est le projet Force où il y a des équipementiers, des chimistes qui travaillent pour développer une fibre de carbone qui pourrait en avoir un prix divisé en deux. Et donc, horizon, on dit quoi? 2020? 2020, 2025. Voilà. Parce que c'est vraiment très, très ambitieux, beaucoup de challenges, mais vraiment on a un horizon à moyen terme. Un dernier point rapide, vous avez intégré la partie extérieure de Faurecia. Oui. Donc vous êtes devenu un acteur incontournable, en tout cas, pour tout ce qui est pièces d'aspect extérieures dans l'automobile. Oui, la volonté d'être leader du marché, de continuer à être présent auprès de tous les clients. Et cette acquisition, effectivement, nous renforce notre position de leader du marché. Merci Natalia Sherbakov. On Merci enchaîne avec notre débat du jour et des autos de course zéro émission. Et le débat techno du jour est donc consacré au sport auto en mode électrifié. Nous avons réuni pour cela un plateau d'exception avec un pilote, Nicolas Prost de l'écurie Renault-Idams. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le fils d'Alain, mais est-ce bien nécessaire de le préciser, sachant qu'il s'est fait un nom tout seul, bien sûr, dans le milieu automobile. Pour DS, la marque du groupe PSA, Xavier Mastodon-Pinon, donc directeur de DS Performance. Michelin, Serge Grisin. Vous travaillez à la compétition, vous êtes notamment en charge de la Formule E. Et on a fait venir également Frédéric Lénard, directeur général de l'ACO. Bonjour. Bonjour. L'ACO, parce qu'on parlera également des 24 heures du Mans, qui, elles aussi, naturellement, se convertissent peu à peu à l'énergie électrique. Alors, merci d'être là pour cette dernière émission sur le mondial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Formule E, eh bien, vu de l'intérieur, ça ressemble à ça. Alors, bien sûr, on va demander au pilote qui est là, Nicolas Prost, quel genre de sensation on a au volant de ces voitures, sachant que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de rouler en Formule 1. La monoplace, vous connaissez. La Formule E, c'est comment? On n'a pas mis le son parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de bruit. Hein. Il y a un peu plus de bruit que ça quand même. Non, je pense que ce qui est assez bluffant, c'est qu'en fait le côté électrique, c'est pas ce qui caractérise le plus le pilotage d'une Formule E. À part que le moteur électrique est fantastique parce qu'il a une réponse pratiquement parfaite. C'est du on-off, hein, donc ça va vite. C'est pas forcément du on-off, c'est surtout qu'avec le couple constant, la demande de puissance du pilote, elle est absolument linéaire, ce qui est par exemple l'inverse d'un moteur turbo. Donc pour un pilote, c'est hyper appréciable parce qu'il contrôle parfaitement le moteur de sa voiture. Après, je dirais que la Formule E en elle-même, elle a beaucoup d'autres aspects qui touchent son pilotage, notamment les pneus, puisqu'on a un pneu mix qui fait aussi bien sec que mouillé, avec des performances qui sont assez bluffantes dans les deux conditions, mais ça reste quand même un compromis. Après, c'est une voiture qui est relativement lourde, donc ça glisse pas mal, mais je dirais que le moteur électrique, il n'y a pas que ça en tout cas qui caractérise la voiture. Alors l'électrique, vous connaissez parce que vous avez roulé également en Trophée Andros en mode zéro émission. Oui, j'ai participé dès la première course en fait, du Trophée Andros électrique en 2009. Je pense que c'est un beau pari et surtout une belle
une belle leçon d'un championnat français, de montrer qu'on pouvait faire un championnat électrique. Je pense qu'il y avait beaucoup de sceptiques à l'époque, et c'est un championnat qui a offert un super spectacle, qui l'offre toujours. Et avec des stars qui viennent régulièrement. Stars, beaucoup de super pilotes, puisque la deuxième année du championnat, il y avait Romain Grosjean, Loïc Duval, beaucoup de pilotes de renom. Donc on avait un très bon niveau de pilotage, des belles bagarres, et c'était une très bonne base au futur du sport auto électrique. Alors on va évoquer le championnat qui vient de redémarrer à Hong Kong le week-end dernier. L'e-Prix de Paris, on va en reparler, parce qu'il fera son retour l'année prochaine, en 2017. Mais d'abord, quelques mots avec vous, Xavier Mastelan-Pinon. Qu'est-ce qui a conduit le groupe PSA à s'impliquer dans ce championnat à travers la marque DS ? Alors, il y a déjà un point qui était pour nous important, c'est que cette formule de voitures 100% électriques, des monoplaces 100% électriques, c'était complètement nouveau, très avant-garde. Donc, pour nous, DS, c'est l'avant-garde, conforme à l'image de la marque. Ça se passe toutes les courses dans des villes qui sont absolument magnifiques. C'est toutes les plus grandes villes du monde. En plus, parce que d'habitude, les grands prix de Formule 1, ça se passe plutôt en banlieue. Là, on est au cœur des villes. C'est ça. À Hong Kong, on était vraiment au cœur des villes, au pied des buildings. Quand on a roulé à Paris, on était place des Invalides. C'est l'hôtel, comme ça, vous êtes directement sur le circuit. Tout à fait. Donc ça, c'est comme vraiment, Monaco. Voilà, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Il y a d'autres disciplines qui ont vraiment cherché à faire ça. Bon, ils n'y étaient pas encore arrivés, donc la Formule 1, il l'a fait, et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais je dirais que le point qui est peut-être le plus important, c'est l'aspect technologique. Aujourd'hui, il y a un virage qui est pris au niveau de l'automobile concernant des véhicules complètement électriques ou hybrides. Et la Formule 1 sert à nouveau de vecteur pour justement accélérer le développement de ces nouvelles technologies. Moi, dans le passé, j'ai travaillé beaucoup en rallye. J'étais directeur technique pour du rallye, du touring car, en championnat du monde. J'avais pas ce lien avec la série. Le règlement technique faisait qu'on était bridé. Alors que là, c'est plus clair. Voilà, en Formule 1, à nouveau, on est en avance par rapport à ce qui se fait en série, et donc ça permet justement d'accélérer le développement et de préparer le futur au sein de la marque DS. Alors, on poursuit ce tour de table. Chez Michelin, bien sûr, à Clermont, on a décidé, dès le début, de s'impliquer dans ce championnat de Formule 1. Oui, complètement. En fait, on a été l'un des premiers partenaires sélectionnés pour la Formule 1. On est le fournisseur exclusif de pneumatiques. Parce que clairement, on est dans le domaine de la mobilité durable, et pour Michelin, cette notion de mobilité durable, ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc, quand on a connu la création de ce championnat, forcément, c'était complètement logique qu'on soit partenaire, parce qu'on est vraiment dans cette notion de laboratoire technologique pour la mobilité de demain, la mobilité responsable, la mobilité électrique en centre-ville. Comme tu disais, Xavier, voilà, c'est l'une des spécificités de Formule 1, c'est des courses en centre-ville. Donc on se rapproche vraiment là de l'usage quotidien. Et donc pour nous, Michelin, c'est vraiment une façon extrêmement visuelle aussi de montrer ce transfert de technologie. Et avec des pneus qui sont proches de la voiture de série, parce que c'est des pneus de 18 pouces. C'est pas si commun dans le sport auto. Alors, c'est notamment en course de monoplace, on peut même dire que c'est une première mondiale d'avoir du pneumatique de 18 pouces. Et une première française, donc on est content. Complètement. Et pourquoi qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est des dimensions qui sont très proches d'un pneumatique de série. Donc ça veut dire que visuellement, comme en plus c'est un pneu qui fonctionne aussi bien sur le secteur pluie, donc c'est un pneu sculpté, on a l'impression que c'est un pneumatique de série, même si ça reste un pneumatique de course avec les performances d'un pneu de course. Donc ce transfert de technologie, visuellement, il est évident. Et nous, en termes de développement, il est aussi simplifié par le fait qu'on a un pneumatique très proche d'un pneu de série. Question rapide, Nicolas Prost, sur le pneu. Vous disiez tout à l'heure que c'est très important. Comment vous analysez ces pneus Je pense qu'il y a deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect du championnat qui se doit d'être un championnat vert. Et je pense que la politique autour du pneu, elle est très très importante, parce que quand on veut faire un championnat vert, il faut penser à l'impact global. Amener 400 sets de pneus sur une course, c'est pas raisonnable. Donc ça, c'est déjà pour moi très important, parce que on a le strict minimum, et du coup, ça limite quand même l'impact carbone global. Après, sur le pneu en lui-même, je pense que c'est quand même assez bluffant, parce qu'on a fait beaucoup de mesures, et en fait on a un pneu qui est extrêmement performant sur le sec, puisqu'il est très très proche finalement d'un pneu slick, et tout en restant très performant sous la pluie. Donc voilà, il y a un discours qui est important, mais il y a aussi une prouesse technologique, parce que le pneu est de très très bonne qualité. Merci. Alors Frédéric Lénard, au Mans, vous c'est plutôt l'endurance, mais quel regard portez-vous sur justement la Formule 1 et l'électrification qui gagne la compétition automobile ?
Bien sûr, on suit la Formule 1 électrique avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Nous, on a des points qui nous rapprochent. On fait de l'innovation depuis plus de 90 ans maintenant, en 24 heures du Mans, et puis dans le championnat du monde d'endurance qu'on a lancé en 2012. Donc ça, c'est forcément important pour nous. Et on a aussi la volonté de tendre vers le véhicule zéro émission, en levant progressivement les contraintes technologiques qu'on a encore sur ce type de motorisation. Voilà, c'est ça qui nous rapproche. Après, ce qui nous différencie, je dirais, c'est d'une part le fait qu'on ne soit pas, nous, sur une formule monotype, mais plutôt sur un ADN basé sur la diversité technologique. Donc on va mesurer l'équivalence technologique des voitures pour faire en sorte que toutes les technologies se valent et toutes les technologies puissent être sportivement compétitives. Mais on va accepter différentes technologies, que ce soit des moteurs diesel, des moteurs essence, des gros moteurs, des petits moteurs, des moteurs atmosphériques, des moteurs turbo. Et puis, en matière de récupération d'énergie, en fait, on a différents types de récupération d'énergie. Il y a un règlement qui autorise plusieurs types, effectivement. Tout à fait. Le règlement technique, en fait, ouvre toutes les portes et laisse quasiment une page blanche au constructeur pour s'exprimer technologiquement tel qu'il a envie de le faire. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur les 24 heures du Mans. On revient à la Formule 1 parce que c'est devenu effectivement un terrain pour une belle bagarre entre les différents constructeurs. Ici, au Salon de l'Automobile, à Paris, il y a Jaguar qui montre sa Formule 1, donc un nouveau compétiteur. C'est plutôt une bonne chose, Xavier Mastelan? Alors pour tous les constructeurs engagés en Formule 1, effectivement, l'arrivée de Jaguar, pour nous, ça prouve déjà que d'autres constructeurs s'intéressent à la série, donc que ça décolle. On a vu également d'autres constructeurs allemands qui sont également qui ont lancé. Il y a Audi qui est déjà là. Voilà, BMW également, on voit déjà qu'ils sont présents sur les courses. Mercedes a pris une option également pour la suite du championnat. Donc tout ça, ça va aider aussi le championnat à décoller, ça va faire caisse de résonance. Donc oui, c'est un point très important pour nous. Même question pour Nicolas Prost, côté Renault, plus il y a de concurrents, mieux c'est? Oui, je pense, comme disait Xavier, c'est plus il y a d'autres constructeurs qui prennent la même direction, plus ça conforte dans les choix qui ont été faits. Je pense que Renault et DS ont été dans les premiers, en tout cas, constructeurs généralistes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres constructeurs, style Mahindra, qui étaient là dès le départ. Donc non, je pense que c'est qui font aussi des voitures électriques en Inde. Ben oui, c'est autant généraliste que Renault, c'est juste qu'on les connaît sûrement moins sur notre continent, mais c'est très important pour le championnat au global. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Formule 1 va revenir à Paris. Elle était déjà là en avril dernier, c'était le 23 avril. Et donc, d'après le calendrier, c'est le 20 mai 2017. On revoit sur les écrans donc, la vidéo promotionnelle, bien sûr, de ce e-prix de Paris. C'est quand même assez fantastique de rouler comme ça autour des Invalides, en plein cœur de Paris. Enfin, franchement, on n'aurait jamais cru ça possible. Oui, c'est absolument fantastique. En plus, nous concernant, on était tout près de nos usines qui sont à Versailles. Et il y a beaucoup des collaborateurs, en fait, la course se passait sous leur fenêtre, quoi. Donc c'est un rêve, quoi. Faire des courses avec des monoplaces dans des villes comme Paris, on va voir New York cette année, Hong Kong. C'est vraiment un rêve, c'est fantastique. On est vraiment l'impression de... Moi, je dis souvent, on a l'impression qu'on réinvente l'automobile. Il y a la technique, c'est une chose, mais pas seulement. Aussi le format des courses dans les villes, la proximité avec notre public via des actions telles que le fan boost. Les publics pendant la course peuvent justement voter pour donner un extra de puissance à certains pilotes. On peut suivre ça sur les écrans d'ailleurs pendant la course. Cette proximité avec le public, ce côté humain, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous fantastique à vivre. C'est amusant parce que Michelin avait son siège avant qui était à Nîmes-Breteuil, vraiment à 2 pas finalement de la course. Oui, complètement, mais c'est ce que disait Xavier, voilà, c'est l'une des particularités de Formule 1, c'est les courses en plein centre-ville. Je dirais que quelque part, ça rapproche aussi, ça réconcilie l'automobile avec les usagers, donc je pense que c'est vraiment un des fondamentaux de cette série, et c'est clair que ça nous permet aussi, nous, à la fois de travailler justement sur des messages qui ont complètement du sens pour l'usager. Alors pour un pilote, et qui plus est français, Nicolas Prost, rouler dans Paris en monoplace, autour des Invalides, on est vraiment à quelques dizaines de mètres de l'étoile, j'imagine que c'est génial, non, pour vous, au niveau des sensations? Oui, c'est vrai qu'en tant que pilote, malheureusement, on a des fois du mal à apprécier parce qu'on est tellement... On n'a pas le temps de voir le paysage, c'est ça que vous voulez dire. On est tellement omnibulé par le résultat qu'on n'a pas le temps d'apprécier, mais c'est vrai que
de rouler dans Paris et autour des Invalides, c'est vrai que c'est pas un faux, on n'est pas en train de faire un faux Grand Prix de Paris au milieu d'une banlieue éloignée, c'est qu'on est vraiment dans le centre-ville. C'était une belle de bagarre, Paris. hein. Moi j'ai vu à l'épingle, il y avait une épingle notamment, on voyait les freinages, enfin, c'était très impressionnant. Hein. Ouais, non, je pense que Paris était vraiment une grande réussite parce que voilà, on était au cœur de Paris et il y aura sûrement des choses qui devront être améliorées, mais dans l'ensemble c'était vraiment super et d'arriver à le pérenniser, c'est vraiment très important. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce qu'il faut préciser que dans ce genre de compétition, en fait, vous changez de voiture à mi-course parce que la batterie ne permet pas d'aller jusqu'au bout. Et en général, vous arrivez au stand, il ne reste plus que 1% dans la batterie. Vous n'avez pas peur de finir sur... Là, c'est vraiment du calcul du côté du gestionnaire de l'écurie? Oui, bon, c'est de la gestion d'énergie. Le but du jeu, c'est d'utiliser le maximum. Donc, si on rentre à 10%, c'est qu'on n'a pas utilisé tout ce qu'il fallait. Donc, oui, non, le but du jeu, c'est de rentrer le plus possible à la limite de l'énergie. Donc, généralement, ça rentre à 0,1%, vraiment le limite. Mais c'est le but du jeu. Est-ce que vous rêvez, Frédéric Lénard, de voir au cœur du Mans une course comme la Formule 2? Je dis ça parce que l'autre jour, enfin il y a quelques mois, j'étais à Strasbourg et il se trouve que l'Automobile Club a demandé, alors que Jean Todt était à la tribune, après tout Strasbourg, capitale européenne, enfin pourquoi pas, ville frontalière, mais Le Mans est aussi une ville qui a quand même un patrimoine automobile très important. Vous seriez candidat? Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rêve d'avoir au Mans un jour une course avec des véhicules zéro émission, 24 heures d'endurance en véhicule, en voiture LMP1 zéro émission, ça c'est notre rêve. On a déjà fait un bout du chemin puisque depuis 2010, entre 2010 et 2016, la consommation d'énergie fossile a baissé de 50% avec le travail des ingénieurs sur les moteurs, mais aussi les pneumatiques et l'aérodynamique un petit peu aussi. On veut rester sur des technologies qui sont duplicables aux voitures de tous les jours. Et clairement, les systèmes hybrides ont apporté aujourd'hui quasiment 50% de l'énergie et de la puissance des voitures LMP1 avec des performances qui sont équivalentes à celles qu'on avait dans le passé, voire des performances supérieures. Maintenant, nous, on travaille pour les années à venir vers l'intégration de probablement la technologie pile à combustible et l'hydrogène pour effectivement avoir des voitures zéro émission demain. C'est pas si simple, mais c'est... vous y travaillez en tout cas. Oui, c'est la façon dont on voit l'automobile zéro émission, c'est-à-dire pas de contrainte de ravitaillement, les avantages de la voiture d'aujourd'hui avec les avantages d'une technologie zéro émission. Alors ce qui est intéressant, c'est ce parallèle avec la série. Alors on va justement voir en vidéo la Formule 1 Renault et la Zoé qui tournent ensemble, parce qu'effectivement, on imagine que chez les constructeurs, notamment Renault, on essaie de faire le pont entre la compétition et la série. Vous avez déjà conduit, j'imagine, plusieurs fois des véhicules de la gamme Renault, Nicolas Prost. Je roule en Twizy tous les jours, donc. Ah ben voilà. Et sinon, la Zoé aussi, qui reste quand même la voiture la plus vendue en France. Hein. Oui, non, je pense que Renault a été très précurseur. Hein. Ça a été le premier généraliste à s'investir énormément dans l'électrique. Donc, je pense que la gamme Renault électrique est déjà très, très évoluée. Et après, je pense que les règlements nouveaux, pendant très longtemps, on avait des règlements sportifs qui mettaient beaucoup l'accent sur l'aérodynamisme, sur le packaging, tout ça, qui finalement ne sert pas énormément à la voiture de tous les jours. Aujourd'hui, on a vraiment aussi bien en LMP1 qu'en Formule 1 des règlements qui poussent vraiment le moteur et le moteur propre. Et du coup, je pense qu'on va voir très rapidement dans la voiture de tous les jours arriver des technologies qui ont été développées en sport automobile. Là, on voit la Zoé et la Formule 1 côte à côte. Bon, la plus rapide, ça reste la Formule 1, évidemment. Oui, quand même, c'est une voiture de course. Alors, même question pour DS, Xavier Mastelan, parce que sur le mondial de l'automobile, on peut voir le concept DS E-Tense, qui d'ailleurs avait roulé lors du e-Prix de Paris. Ils avaient fait donc un run dans la capitale elle-même, et puis il avait roulé également sur circuit. Oui, pour le e-Prix de Paris, le roulage d'e-Tense, c'était une première mondiale. Donc e-Tense, ça représente pour nous ce que va être DS Automobile dans le futur. DS Automobile, c'est très jeune, ça a été créé il y a 2 ans maintenant. Et justement, créer des voitures complètement électriques ou plug-in, hybride, c'est quelque chose qu'on travaille bien sûr, qui se développe. Et encore une fois, la Formule 1, le sport auto, nous aide à accélérer ça, à être meilleur dans le futur. Et c'est vraiment agréable pour nous, côté sport auto, d'avoir l'impression de participer. C'est pas une impression, c'est réel. On participe justement à la réinvention de l'automobile.
c'est quelque chose qui est vraiment utile et nécessaire pour nous au niveau DS. Alors l'E-Tense, une future GT électrique dans la gamme DS d'ici quelques années. Alors je ne vais pas vous dévoiler ici l'ensemble de la gamme, mais c'est sûr que si vous pouvez, dans les années qui vont venir, plaisir, donc, la gamme va être entièrement renouvelée. Et notamment, il y aura 6 modèles, et au sein des 6 modèles, sera présent à chaque fois une version full électrique ou hybride. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Alors je reviens à vous, Nicolas Prost. Je ne sais pas si vous avez vraiment eu le temps de parcourir le mondial. Enfin, en tout cas, le stand Renault, oui. Et vous allez y passer une bonne partie de la journée aujourd'hui. Il y a sur le stand Renault ce concept Trésor, où justement donc, la technologie dérivée de la Formule E est présente sur la voiture. Oui, donc on parlait de l'adaptation d'une voiture de course à une voiture de tous les jours. Donc Trésor a ce qu'on appelle un powertrain, c'est un moteur qui est exactement celui qui est utilisé par Renault Idams en Formule E. Donc là, on a vraiment la dérivation directe d'un moteur de course qui est utilisé dans une voiture de série. Sauf que celle-ci est autonome, hein. Ça veut dire que le pilote aura peut-être moins d'action dans le futur. Oui, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais on va déjà se concentrer. C'est un sujet qui fâche pour vous, non? Non, je suis assez. Je pense que c'est bien, mais bon, pour l'instant, je pense les voitures autonomes c'est très nouveau. En Formule 1, il y a des concepts justement du Roborace qui roulent en voiture, des courses de voitures autonomes. Bon, pour l'instant, on n'en a pas vu une, donc quand on en verra une, on se fera plus une idée. Exactement. Donc on va revenir cette fois aux 24 heures du Mans. Donc on l'a vu, hein, ouverture aux énergies alternatives. Alors vous avez le Box 56, hein, donc vous avez en fait une place que vous offrez chaque année pour des projets justement innovants. Oui, c'est un box qui est ouvert à des voitures hors compétition, je dirais. Mais on veut être un peu à l'avant-garde, c'est-à-dire qu'en fait, des voitures qui ne sont pas totalement abouties, qui sont encore au stade de la recherche et développement, on leur donne cette possibilité de courir au Mans. Donc il y a des concurrents qui amènent leur candidature chaque année. Et on a des technologies qui sont un peu des technologies d'avant-garde, que ce soit des technologies full électrique ou récupération d'énergie à partir de gaz méthane, etc. Ce genre de choses. Alors Serge Grisin, Michelin bien sûr est un partenaire incontournable hein, sur un événement comme les 24 heures du Mans. Alors vous n'êtes pas tout seul cette fois, il y a également d'autres compétiteurs, mais bien sûr tout ce qui est énergie alternative, énergie verte, c'est quelque chose qui constitue pour vous un laboratoire incroyable. Oui, complètement. Enfin, nos présences dans les différents championnats, le but, c'est aussi de travailler sur les technologies du futur. Et nous, ça nous permet aussi donc, de développer, d'imaginer des nouvelles technologies pour les pneumatiques du futur. Donc, nos engagements dans les différents championnats, ils sont quand même dictés par cette notion de pertinence. Il faut que ça ait du sens par rapport à la vie de tous les jours. Donc Formule 1, on parle vraiment de la mobilité en ville, on va parler plutôt d'efficacité énergétique. En endurance, ça va être la longévité, les performances qui durent, la polyvalence. Donc voilà, tous les championnats pour lesquels on va pouvoir nous tester des technologies et donc avoir du sens à être présent, on va y être. Nicolas Prost, vous avez roulé déjà aux 24 heures du Mans, vous connaissez ce circuit. Est-ce qu'on pourrait vous imaginer conduire un jour une voiture électrique sur ce circuit? Je sais pas moi, une Alpine par exemple? Avec plaisir, oui, je pense que bon, soyons objectifs, les 24 heures du Mans, c'est ce qui s'éloigne pratiquement le plus aujourd'hui de la voiture électrique. Les courses en ville de la Formule E, c'est vraiment, on va dire, l'utilisation normale, la plus naturelle aujourd'hui de la voiture électrique. Donc je pense qu'il faut être objectif. Les 24 heures du Mans en full électrique, c'est pas pour demain. Mais hydrogène peut-être, parce que l'autonomie serait... Hydrogène peut-être. On sait que le moteur électrique aujourd'hui est hyper efficient. Il n'y a rien de plus efficient. Par contre, c'est le stockage de l'énergie. Donc par de l'hydrogène, pourquoi pas, ou par des nouvelles technologies. Hein. On ne sait pas encore. Chez DS, bon, peu de chance quand même qu'une DS participe aux 24 heures du Mans. Il y a Peugeot qui pendant des années a participé, qui a un beau palmarès. En tout cas, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, sportivement, cette course? Non, les 24 heures du Mans, ça reste une course mythique. Vous dites qu'il y a peu de chance. On ne sait jamais, c'est quelque chose... Si vous dites le contraire, je suis preneur non, aussi. Hein. Aujourd'hui, on est engagé en Formule I, il n'y a pas d'autres projets. Mais cette course-là, c'est quelque chose qui colle parfaitement à un constructeur tel que DS, par exemple, mais pas que. C'est une course mythique. Et effectivement, aujourd'hui, les 24 heures du Mans, effectivement, sont très axés sur la technologie également du futur. Aujourd'hui, hybride, et je considère que l'hybride, aujourd'hui, c'est quand même ce qui est le plus adapté à l'endurance. Un contrario de l'électrique, comme dit Nicolas, qui est adapté aux courses courtes en ville. Mais pourquoi pas un jour?
En tout cas, on le voit, hein, Frédéric Lénard, l'hybride aujourd'hui, est indétrônable depuis plusieurs années maintenant aux 24 heures du Mans. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que l'hybride s'impose chaque année? Un peu moins, ça fait depuis les années 2010 ou 2011 avec Audi notamment. Mais c'est clair que c'est une technologie qui est transitoire, c'est-à-dire qu'on va arriver effectivement, nous, vers des technologies, en tout cas la volonté c'est d'aller vers les technologies hydrogène. On pense, nous, que c'est la solution de stockage de l'électricité, donc ça nous semble être naturel. Et puis comme on est effectivement sur des courses d'endurance, donc de longue durée, elles répondent finalement à des problématiques de déplacement, de mobilité sur des longs trajets, et pas uniquement en ville en fait. Donc voilà, on veut vraiment la liberté totale de l'automobile sans les contraintes. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres, hein, Nicolas Prost, c'est d'abord, est-ce que votre père a déjà conduit une Formule E? Non. Toujours pas, parce que j'avais entendu ça au moment du e-prix de Paris. Je me dis, c'est incroyable quand même, à l'écurie Idams, ils ont les voitures, enfin, ça serait facile pourtant de l'organiser, non? Alors, oui, ça serait facile, mais la compétition est rude et chaque journée de développement est utilisée au maximum. Et c'est quelque chose dont on a souvent parlé, mais qui s'est pour l'instant jamais fait. Il vous demande vos impressions, non? Oui et non. Vous savez, après on est aussi dans un mode où on est tellement axé sur le résultat et l'envie de gagner que les sensations, tout ça, on regarde que la direction dans laquelle aller, et c'est ça le plus important. Mais cela dit, il est quand même curieux et ouvert sur les nouvelles technologies, votre père. Enfin, il s'est toujours intéressé à l'évolution automobile. Je pense qu'il est bien sûr curieux. Quand il a fondé l'équipe avec Jean-Paul Driot, c'était une des premières équipes à s'engager dans le championnat. Donc oui, bien sûr, il est très curieux, intéressé. Après, je pense que voilà, son rôle aujourd'hui, c'est d'être team manager de l'équipe, pas d'être pilote. Et du coup, même si je pense que ça le ferait bien rigoler d'essayer, pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Et bosser ensemble, père et fils, dans la même écurie, ça se passe bien? Oui, ça se passe plutôt très bien. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais un peu, mais finalement, tout le monde... C'est le professeur, hein, donc voilà. Ouais. Non, oui, c'est le professeur, c'est surtout papa. Hein, donc, malgré ce qu'on pense, papa, c'est plus dur qu'un team manager normal. Alors, même question pour vous, Xavier Mastelan. Carlos Tavares, on sait que c'est un pilote, hein, qu'il adore ça. Est-ce qu'il a manifesté le souhait de conduire la Formule E? Peut-être qu'il l'a déjà fait, d'ailleurs. Non, il ne l'a pas fait. Comme l'a dit, on va faire une séance commune un de ces jours, vous allez voir. Non, mais comme l'a dit Nicolas, en fait, il y a une réglementation assez stricte sur les jours d'essai. Et effectivement, encore une fois, la compétition est très difficile. Hein, donc, il faut optimiser chaque instant de roulage. Donc, ça ne s'est pas encore fait. Mais effectivement, c'est une compétition qui suit. Hein. Il vient régulièrement sur les courses. Et en tant que connaisseur, clairement, il a été assez moteur dans cet engagement en Formule E. En tout cas, lui aussi, il voit bien l'évolution du sport auto et l'électrification. Enfin, il l'a intégré également dans les choix. Tout à fait. C'est un virage qui est pris au niveau de l'automobile en général. Hein, cette électrification totale ou partielle. Et il faut être présent. Mais aujourd'hui, l'hybride, ça reste, à mon sens, pour le véhicule de monsieur tout le monde, le meilleur choix. C'est quelque chose qui reste compatible à la fois pour les circulations urbaines, mais également des voyages pour les vacances, par exemple. Donc, mais la Formule E va permettre justement d'améliorer ces technologies et d'avoir un jour des véhicules électriques qui pourront permettre de partir en vacances avec toute la famille. On arrive au terme de ce débat. Un grand merci à tous. On se retrouve dans un instant pour notre expert du jour. Et notre expert du jour, le temps qu'il s'installe à notre place, c'est Laurent Equet, directeur d'Automobilité et Avenir. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors on sait que tu t'intéresses à la voiture autonome et ce matin, tu voulais aborder l'aspect sociétal de cette fameuse voiture qui roule toute seule. Aspect sociétal, en tout cas, effectivement. L'impact dans notre vie, en tout cas. Se poser les grandes questions. Aujourd'hui, on voit que dans le mondial, on nous a présenté énormément d'évolutions technologiques. Donc la technologie existe. Et on a là le reflet de tout ce qu'on nous a présenté, ce sur quoi les professionnels travaillent. Maintenant, les grandes questions de demain, c'est quel déploiement, quel usage, quel intérêt pour la société, quelle réglementation. Je crois que tout est à construire. Et nous nous interrogeons sur l'aspect intérêt général, sociétal, usager, de la façon dont ça va se déployer. Il y a certainement énormément de choses à penser et il faut se mettre tous autour d'une table, y compris avec l'usager. Alors justement, de ce côté-là, la réglementation, on voit que ça évolue un petit peu, la Convention de Vienne, hein, qui intègre maintenant les systèmes d'aide à la conduite. Côté français, on a le sentiment en tout cas que les pouvoirs publics sont plutôt réceptifs
Ils ont tout intérêt à être réceptifs et à permettre l'expérimentation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour notre industrie automobile de demain. Est-ce que le véhicule autonome sera encore un véhicule Renault, un véhicule Peugeot? Ça, ce sont les grandes questions. En tout cas, on voit bien que ça va être... Il y aura sans doute les deux. Il y aura sans doute, mais on voit bien que ça va être marques. aussi un environnement informatique. C'est pour ça que les grands acteurs du numérique américain sont présents. Donc, on voit bien qu'il est important pour les pouvoirs publics de favoriser l'expérimentation pour que notre industrie et la France ne prennent pas de retard. Maintenant, la grande question, c'est comment les pouvoirs publics vont-ils homologuer ces véhicules? Comment vont-ils faire pour s'assurer qu'un logiciel qui comporte des millions de lignes de code sera fiable pour l'usager, s'il doit être remis à jour ou si c'est un logiciel d'auto-apprentissage? Donc beaucoup de questionnements, et ces questionnements peuvent venir avec cette expérimentation. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un précédent, parce que Tesla, il me semble, en Allemagne, il y a eu un souci par rapport à ça, parce que la voiture, en fait, n'est pas homologuée pour être autonome. Alors, on aura forcément des fonctions d'autonomisation qui vont progressivement se développer, qui vont venir apporter un grand confort d'usage progressif. Mais lorsque le véhicule sera 100% autonome, là c'est la grande question. Je pense que c'est ça sur quoi s'interrogent effectivement les pouvoirs publics aujourd'hui. Le fait de dire est-ce que ce véhicule pourra être fiable et sécurisant à 100%. Alors bien sûr, après, il y a la réaction des automobilistes, parce qu'effectivement, ça pour l'instant, on ne sait pas encore comment ils vont le percevoir. Aujourd'hui, il y a des tests qui se font avec des ingénieurs, ça commence à s'ouvrir à des conducteurs types. C'est vrai qu'on ignore comment ça va se passer finalement. C'est pour ça que c'est une question sociétale. Est-ce que l'usager acceptera de lâcher son volant? Alors on voit bien qu'il y a... Est-ce qu'il en aura envie déjà? Est-ce qu'il voudra? Est-ce qu'il en aura envie? Je pense qu'il en aura envie pour certaines fonctionnalités. Par exemple, le stationnement. On voit bien que dans des études, c'est quelque chose qui est souhaité parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de places, des parkings de plus en plus petits, des personnalités qui vieillissent avec des fonctionnalités ou du moins des aptitudes qui disparaissent. Donc on peut dire que cette autonomisation est intéressante. Bon, en tout cas, ce que je trouve génial, c'est la voiture qui vient toute seule quand on l'appelle avec son téléphone. Parce que ça, on va le voir assez rapidement. Mais, et ça c'est très important parce que j'ai participé aussi à des débats sur les fameuses suppressions ou piétonisation des voies sur berge. Donc on voit bien qu'à Paris, la préoccupation de la voiture est-elle en divorce avec la ville est une grande question. Ce qui veut dire aujourd'hui que ces nouvelles technologies de voitures connectées, de véhicules autonomes, peuvent apporter des réponses. Et comme ça existe déjà, je trouve véritablement que c'est intéressant que les politiques ne prennent pas le temps d'anticiper, peut-être de chercher déjà des solutions avant de prendre des décisions qui vont être très contraignantes pour les usagers. Et c'est vrai qu'un véhicule connecté aujourd'hui que l'on peut appeler, que l'on peut peut-être partager, eh bien, des études démontrent que si les véhicules roulent 30% du temps au lieu de 7% aujourd'hui, donc si on sait mieux le partager, eh bien, on supprime la congestion à Paris. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement prometteur, extrêmement visionnaire pour l'usager modeste que je suis et que je représente. Et en tout cas, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment mettre sur la table toutes ces solutions. Alors, vraiment une réponse très rapide. Est-ce que, à titre personnel, tu serais prêt, toi, demain, à lâcher les mains du volant? Oui, et notamment sur l'autoroute. Hein. Notamment sur l'autoroute, par exemple. Tu sais, Laurent, que je fais énormément d'autoroutes. Et voilà, quand je suis sur l'autoroute, voilà, quand je fais 1000 km, je pense que l'autonomisation peut être très sécurisante et peut surtout apaiser la route. Et c'est une chose extrêmement intéressante. Merci Laurent Equet. On enchaîne avec les startups. Et je dis bien les startups car on va revenir sur les trophées de la PFA où 3 PME ont été récompensés. Bonjour Jean-Luc Brossard. Bonjour Laurent. Alors vous êtes un habitué maintenant de ce plateau, hein. Je rappelle que vous êtes en charge de la coordination de la R&D au sein de la filière automobile. Alors d'abord le contexte de ces trophées. En fait, depuis 2015, en fait, nous avons pris l'initiative en fait, de faire des pitchs PME. Et le rôle de la PFA est de mettre en contact en fait, le tissu industriel des grands donneurs d'ordre que peuvent être les deux constructeurs automobiles, le groupe PSA et Renault, et les équipementiers Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin et d'autres. Donc on a pris l'initiative de faire 4 pitchs en fait, par an, d'ouvrir une plateforme innovation sur laquelle l'ensemble des startups et des petites entreprises peuvent proposer des innovations ou répondre à des besoins d'innovation qui ont été exprimés par nos grands donneurs d'ordre et pouvoir exploiter en fait en fonction de la manifestation d'intérêt qui est faite, pitcher devant les experts et voir un intérêt.
À la suite de ces pitchs, on détermine en fait les gens qui ont le plus intéressé nos participants en fait. Alors le palmarès, il y a eu donc 3 lauréats. On commence par le premier, donc MacTech, une société qui fait de la recharge par induction pour les véhicules électriques. Voilà, alors MacTech, c'est une société intéressante qui est pas toute jeune, hein, parce qu'elle a été créée depuis quelques temps à partir d'un laboratoire donc de Lyon, de Centrale Lyon, et qui travaillait sur tout ce qui était électromagnétisme et recharge par induction. Dans un premier temps, en fait, ils ont travaillé sur l'électroménager. C'est quelque chose qui paraissait, les plaques à induction en électroménager, c'est quelque chose Comme quoi ça mène à tout. Hein. Comme quoi ça mène à tout. Et quand on a fait un appel à contribution dans le cadre de l'électromobilité, donc les constructeurs automobiles souhaitaient donc aller au-delà, parce que l'usage du véhicule électrique et du véhicule rechargeable fait apparaître qu'en fait on n'aime pas, les clients n'aiment pas ce fil qu'on lie à la voiture, qui est parfois sale, qui est difficile à ranger, qui est lourd, qui peut être avec des prises haute tension, et donc l'induction est une solution. Et l'induction est une solution. Donc MacTech a proposé, donc a orienté sa technologie vers la recharge par induction en automobile et a concilié cette recharge par induction en fait à une source d'énergie qui en plus est capable, avec des cellules photovoltaïques, en fait de ramener de l'électricité. Donc une solution qui a intéressé très très fortement l'ensemble de nos partenaires. Second lauréat, Aption, une PME de Mayenne qui a développé un système à retour d'effort pour interagir physiquement avec un prototype virtuel. Voilà, donc dans tous les cas, là on n'est pas dans le véhicule autonome, on a besoin d'un retour d'expérience et de valider en fait les solutions. Oui, on fait beaucoup de simulations dans l'automobile. On fait maintenant beaucoup de simulations, on est dans la transition numérique, c'est plus une réalité, c'est pas un challenge de demain, c'est une réalité. Et donc un certain nombre de validations sont faites de façon numérique, en réalité augmentée, et en particulier même des systèmes de montage. Et donc ce qui est intéressant avec Aption, c'est d'être capable de nous fournir des algorithmes, des logiciels qui simulent complètement le montage. Donc on est capable dans ce qu'on appelle des caves, donc c'est des caves de réalité virtuelle. Oui, c'est un gros cube en fait, c'est ça. Hein. Voilà. Et donc on se remet en position d'image en fait de la situation des opérateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a même du retour d'effort, c'est-à-dire que l'opérateur sent quand il vise, quand il monte, qu'est-ce qui se passe. Il a le retour comme s'il était en situation réelle. Et donc de la même façon, l'ensemble des constructeurs automobiles se sont très intéressés à cette proposition. Et puis dernier lauréat, donc un trophée spécial pour Pegastech pour une solution de métallisation des plastiques et composites sans chrome hexavalent. Et là, il va falloir expliquer de quoi on parle. De quoi on parle. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que donc Pegastech, c'est une société qu'on a rencontrée il y a 2-3 ans et qui a été une société au départ qui sort d'un laboratoire de chimie, donc plutôt chimiste. Hein. Et donc, ils nous ont proposé un nouveau procédé de métallisation qui pouvait supprimer donc les mauvais chromes, donc le chrome cible, ce chrome hexavalent. Donc banni par l'Union européenne. Banni par l'Union européenne. Alors, l'Union européenne était en train de proposer en fait de refuser en fait l'utilisation de ces chromes dans la métallisation. La métallisation, il y en a beaucoup dans l'automobile. La métallisation à l'intérieur, bien sûr, pour les garnissages et les pièces de décor, mais métallisation aussi à l'extérieur et puis dans les pièces mécaniques. Donc là, on parle de la métallisation plastique, donc pour l'extérieur et pour les pièces de décor. Et donc, les constructeurs, les équipementiers étaient en train de négocier avec la Commission européenne un moratoire pour retarder au plus vite cette législation. Et là, du coup, maintenant, ils ont la solution. Et voilà. Et donc, on a commencé à supporter cette petite société. On l'a proposé à l'initiative PME. Hein. Vous savez qu'on a proposé, les transports routiers ont été les premiers à proposer à l'État de faire des aides publiques vis-à-vis des petites sociétés. Donc ils avaient un projet de 400 000 €. On leur a donné 200 000 € de subvention tout de suite. En tout cas, ils vont avoir du boulot là. Et là, il y a du boulot. Et donc, on fait des pièces déjà pour Peugeot et pour Renault qu'on va essayer en fait sur les voitures et qu'on va vérifier en vieillissement, en tenue. Merci Jean-Luc Brossard. À suivre, la Minute Verte. Et la Minute Verte est consacrée à une Coréenne à Paris qui présente l'Optima en version hybride rechargeable. On la reconnaît à son badge Eco Plug-in. Elle revendique en mode électrique une autonomie de 54 km et des émissions de 37 grammes de CO2 par kilomètre. La marque associe une batterie lithium polymère de 9,8 kWh à un moteur électrique de 50 kW et au moteur essence 4 cylindres 2 litres GTI. L'ensemble développe une puissance de 205 chevaux. Par rapport à l'ancienne version, la voiture dispose d'une batterie plus performante
performante. Les ingénieurs ont aussi amélioré le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, à noter qu'en mode électrique, la Kia Optima peut atteindre une vitesse de pointe de 120 km/h. Selon Kia, ce modèle permettra de répondre à une demande croissante pour des hybrides à faible consommation. L'Optima rechargeable va permettre à la marque de réduire de 25% les émissions de ses flottes d'ici 2020. Voilà, c'est sur ces images de la Kia Optima rechargeable que s'achève ce dernier numéro d'Autotechno. Je suis ravi d'avoir pu vous faire partager une bonne partie des innovations présentées ici sur ce mondial de l'automobile, car ce salon est clairement marqué par la technologie, visible sur tous les stands. La TV du mondial continue à 14h, l'auto dans tous ses états, et je vous retrouverai pour une dernière fois avec mes autres collègues Nicolas Lefrançois et Emmanuel Tariarda pour On refait le mondial à 17h. Salut à tous.